Il y a eu des personnes qui m'ont fermé la porte, qui m'ont dit ça va pas fonctionner. Voilà. Il faut que je fasse bouger les choses. Ouais. Donc, pour moi, entreprendre, c'est un challenge quotidien. Et au final, les mamans, elles m'ont dit, mais pourquoi tu veux t'arrêter? T'as commencé, tu continues. Bienvenue dans La Base, le podcast par Big Media qui vous parle de voyage entrepreneurial. Je suis Georges-André Tabet, entrepreneur et consultant en communication. Avec moi aujourd'hui, Princilia Binsita de Telama. Comment ça va? Très bien, et toi? Merveille, je suis trop content d'être avec toi Merci pour cet épisode. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Prince, Oui, c'est cool Prince. c'est cool. Ok. Prince, déjà, raconte-nous qui es-tu? Quelle est ton origin story? Je vais essayer de la faire courte. Non, prends ton temps, t'inquiète, on a le temps. Alors du coup, moi c'est Princilia Binsita, j'ai 29 ans, je viens de Trappes. J'ai créé Telama. Du coup, Telama, c'est une structure qui va aider, qui va justement proposer des activités culturelles et sportives pour les enfants autistes de 11 à 18 ans. Pourquoi j'ai eu cette idée? C'est tout simplement parce que j'ai un petit frère qui a rencontré beaucoup d'inégalités, de discrimination parce qu'il était autiste. Et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de changer les choses en créant un endroit où il pourra se sentir bien, où tous les enfants pourraient être acceptés et respectés comme il se doit. Ok, et ça, tu le fais depuis combien de temps? C'est-à-dire, tu as eu l'idée parce que c'est quelque chose qui te touche personnellement. Exactement. Et après, comment tu as voulu te lancer là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait, tu vois? En fait, j'ai fait un parcours assez atypique, dans le sens où j'ai eu, après l'obtention de mon bac, même bien avant, j'avais toujours eu envie d'entreprendre en vrai. D'accord. Mais le truc, c'est quoi? C'est que je me disais déjà comment, et surtout quelle structure je pourrais faire pour vraiment aider et avoir un impact social dans la société. Et en fait, j'avais mon exemple même, qui est mon petit frère, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et en fait, Telama est né d'une injustice. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je suis partie chercher mon petit frère à l'école. Oui. Et même, en fait, au niveau des institutions, la personne qui est à la tête de l'école en question a vraiment fait en sorte que mon petit frère il soit à part. Et j'ai jamais compris pourquoi, en fait, parce que moi, sur le coup, on savait pas concrètement qu'est-ce que c'était l'autisme. Avant, c'était pas autant diagnostiqué qu'aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, mais mon petit frère, il est normal. Donc, pourquoi on le met de côté? Pourquoi on le traite comme quelqu'un d'autre? Et on se moque aussi de lui. Il était exclu, quoi. Il était totalement exclu. Et puis même à la récréation, on sentait que des fois, les maîtresses, elles faisaient la différence entre les enfants qualifiés de normaux, si je puis dire, et les enfants qui sont différents. Et suite à ça, quand je suis rentrée à la maison, j'ai senti que ma mère, elle était triste parce qu'elle voyait que mon petit frère déjà ne parlait pas à l'époque. Donc il a été beaucoup mis de côté, il se faisait pas beaucoup comprendre. Et j'étais dans une colère intérieure parce qu'en tant que grande sœur, je me disais je suis impuissante parce que je suis pas dans son école. Et de surcroît, je vois que le corps éducatif en fait ne fait pas en sorte d'accepter ou de respecter mon petit frère. Alors qu'un enfant, on doit le respecter quel que soit son âge. Donc c'est vrai qu'au final, je me suis dit bon, Princilia, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? J'avais cette idée-là en tête, mais je savais pas. Et c'est en fait la deuxième fois que ça arrivait, on a voulu l'inscrire en fait au foot. Et du coup, l'entraîneur, il nous dit vous inquiétez pas, Eldrick, qui est le nom de mon petit frère, il lui dit vous inquiétez pas, Eldrick, il va jouer avec nous, il va s'intégrer et puis il va pouvoir un peu plus discuter avec les autres. Et puis, on l'a inscrit parce que vraiment, on a senti l'enthousiasme et la bienveillance de l'entraîneur. Sauf que, bien évidemment, comme je suis une espionne à mes heures perdues et que je regarde ce que mon petit frère fait, donc j'allais bien évidemment regarder. Et en fait, une fois je suis partie, je vois il est sur le banc de touche, je me suis dit bon, on n'est peut-être pas dans un truc de professionnel, mais quand même. Deuxième fois, troisième fois, je dis là je pense qu'il y a volonté de nuire. Donc clairement je suis partie voir l'entraîneur et j'ai dit mais pourquoi en fait Eldrick il est mis de côté? Il m'a dit vous savez quoi, déjà il est pas comme les autres, donc soyez content qu'on l'accepte. Et cette phrase-là, en fait, la personne, elle m'a figée. Non, mais c'est ultra violent. Et puis, j'étais jeune. Donc, sur le coup, je suis restée figée. En fait, je suis restée stupéfaite face à la situation. Et j'ai dit, mais en fait, mon petit frère, il est normal. Il a fait, pas si normal que ça. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai expliqué à ma mère parce que je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà ce que l'entraîneur, il a dit. Et en fait, c'est quand j'ai regardé ma mère et la tristesse qu'elle a eue dans ses yeux, elle m'a dit, mais tu vois, au final, Eldrick, il a accepté nulle part. On a beau essayer de l'intégrer, essayer de faire en sorte qu'on le traite totalement normalement, comme nous, on le fait à la maison. En fait, il a accepté nulle part. Et là, c'est là où je me suis dit, non, Princilia, à un moment donné, je pense qu'il serait peut-être temps de changer les choses et faire ce que tu as à faire. Donc, j'ai obtenu mon bac.
on sait tous qu'on n'est pas riche après le bac. On nous dit souvent, oui, obtenez votre bac et puis après, tout ira bien. La vie commence. La vie commence pas du tout. J'étais à zéro. Il n'y avait rien du tout. Même 100 euros, j'avais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, j'étais à la fac de droit. J'ai fait 2 ans. Ça s'est pas bien passé. J'étais pas à l'aise. Vraiment, c'était pas ma destinée. Okay. Et du coup, j'ai commencé à travailler parce que je me suis dit que c'est peut-être vraiment de renflouer les caisses. Et du coup, j'ai fait de l'intérim. J'ai été assistante communication, chef de projet marketing. J'ai été commerciale. Et dans ces moments-là, j'ai appris et j'ai compris aussi ce qu'était le monde du travail et les adversités auxquelles on pouvait être confronté. Mais j'ai pas oublié mon objectif. Donc, j'ai mis de l'argent de côté. Et je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je vois comment entreprendre. Et au final, j'ai eu de la chance parce que on m'a en fait envoyé vers l'ADI. Mais en fait, l'ADI n'aide pas. En fait, eux, ils donnent juste de l'argent. Okay. Mais ils n'aident pas concrètement dans la création. Voilà. Exactement. Donc, je me suis dit, la dame de l'ADI, elle m'a dit, mais je vous conseille d'aller vers Positive. Et dont le fondateur, c'est Jacques Attali, que je remercie encore aujourd'hui. Et j'ai rencontré, du coup, Francesca Bido, qui m'a accompagnée durant ces 5 dernières années et qui m'a permis de construire, de bâtir mon projet, qui de base émanait d'un cahier que j'avais gardé où j'avais écrit activité, que faire pour Eldrick. C'était ça qui est écrit dans mon cahier. Le point de base, le point de base. Mon petit frère, c'était la base. Un petit cahier que j'avais pris à Carrefour. Je me suis dit, bon, Priscilla, il faut peut-être que tu notes tes idées au lieu de t'éparpiller. et du coup... Bien, bon réflexe. Bon réflexe. Mais bon, c'était n'importe quoi. Franchement, j'ai écrit tout n'importe quoi. Enfant, autisme, tout ça. Et du coup, au final, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, je veux créer une société. J'aurais pu créer quelque chose qui me rapporte davantage, qui fait en sorte que je renfloue les caisses assez rapidement. Mais je me suis dit, je veux pas que demain, je sois plus là. Et que d'autres enfants comme Eldrick qui connaissent la même histoire souffrent, soient discriminés, parce que c'est le cas aujourd'hui. On va pas se mentir, même si c'est diagnostiqué plus vite, certes, les enfants ils sont clairement mis à part et on sent que oui, on va dire, ils sont pas respectés tout simplement. Et les parents ils se sentent délaissés, ils se sentent isolés, ils se sentent exclus, donc c'est horrible. Et du coup, au fur et à mesure que j'ai travaillé avec elle, au fur et à mesure que j'ai avancé, la structure elle a commencé à se monter. Et du coup, je me suis challengée, je suis partie voir des IME qui sont des instituts médico-éducatifs, puis après je suis partie voir aussi des fondations, des partenaires pour essayer de voir ce qu'il était possible d'être fait. Donc là, on est vraiment dans la phase où, à la fin, au bout de 5 ans, on va bientôt se lancer. C'est juste, on va dire le point noir de l'histoire, c'est le local. Voilà. Bon. Là, grosso modo, c'est ce qui est le point noir de tous les... Encore. Ça va encore. Mais il y avait vraiment un chemin extrêmement long parce qu'il fallait comprendre. Et en parallèle aussi, j'ai repris mes études en bachelor communication et design graphique. Et j'ai fait aussi une formation pour comprendre un peu qu'est-ce que c'était l'autisme et voir qu'est-ce que moi aussi je connaissais. Me renseigner parce que je ne peux pas être à la tête d'une structure sans forcément connaître les fondements. Certes, j'ai eu un accompagnement top. Et je remercie encore Francesca aujourd'hui, mais il me fallait beaucoup plus d'approfondissement. Donc, j'ai rencontré des psychomotriciens. Des connaissances. Voilà, des connaissances. Exactement. Profondes. Parce que moi, j'y connaissais rien. En fait, je me fiais qu'à mon petit frère. Mais l'autisme, il est tellement différent selon les enfants. J'allais dire, et c'était ton expérience. Donc, exactement. Elle est biaisée. En plus, tu as un lien émotionnel, c'est ton petit frère. Donc, ça va pas. Et c'est important quand on entreprend, justement, malgré tout, à prendre du recul, justement, un peu se décentrer pour... pas penser que sa problématique est en fait nécessairement universelle, qu'il y a aussi une autre façon de voir, il y a des personnes qui le vivent autrement, des personnes dans la même situation que ton petit frère qui finalement peuvent aussi bien vivre, tu vois, pour plein de raisons, parce qu'il y a une infinité de paramètres à prendre en compte. Exactement. Donc, c'est OK, donc tu es vraiment parti là-dedans sur faire ta culture, quoi. Tout à fait, exactement. Sur le sujet. Et toi, en fait, ça me fait penser à tout ce que tu dis là. Le mot entreprendre, tu l'as dit beaucoup, tu vois, dès le début, tu avais envie d'entreprendre et tout. Pour toi, c'est quoi entreprendre ? Pour moi, entreprendre, c'est vraiment en fait sortir des codes. Je pars du principe où ne pas rester figé face à une situation. Moi, par exemple, je prends mon exemple même parce que j'ai compris ce qui se passait par rapport à mon histoire familiale, mais je me suis dit, je ne peux pas je ne critique pas le salariat ou quoi que ça, mais je pars juste du principe où je me suis dit, il faut que je fasse bouger les choses. Donc, pour moi, entreprendre, c'est un challenge quotidien et c'est surtout, en fait, se dépasser, se surpasser. Parce qu'au final, j'ai eu beaucoup d'insomnie, beaucoup de fatigue, un petit peu une prise de poids aussi, parallèle. Et du coup, c'est vrai que tous ces paramètres-là, je ne pensais pas, en fait. Parce qu'en fait, on se dit... J'aimerais bien avoir ma société quand même, ce serait sympa. C'est stylé. Mais c'est stylé. Ça rend bien. Voilà, quand on dit on est chef d'entreprise, c'est bien, on est fondateur, c'est super. Mais au final, je me suis dit, quand j'ai commencé à entreprendre, justement, je dis, mais c'est pas si simple que ça. Je dis, c'est chaud, parce que même jusqu'à l'heure actuelle, je sens que oui,
voilà, on court un peu de droite à gauche, on cherche les financements, on cherche aussi des partenaires. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément cru en moi parce que je suis partie voir voilà, des personnes qui travaillent dans le corps médical. Ils m'ont dit, mais quelle notion vous avez, vous, concrètement? Vous venez avec votre bachelor, là, mais concrètement, vous avez quoi? Non, mais c'est vrai, en plus, c'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, il y a eu des personnes qui m'ont fermé la porte, qui m'ont dit, ça va pas fonctionner. Voilà. Donc, c'est vrai que pour le coup, bon, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me démotive. Plus on dit que ça va pas fonctionner, plus j'y vais. Ouais, ça te motive. Je suis une forceuse des fois. Donc, c'est vrai pour le coup. Non, mais il faut forcer le destin et je le force quand même. Et au pire, si ça passe pas, ça va passer. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais entreprendre, ok. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de paramètres parce qu'on nous le dit pas. On montre souvent des personnes, souvent sur les réseaux, ils disent entreprenez, vous inquiétez pas, venez. Ça paraît facile. Ça paraît hyper facile quand on est vu extérieurement. Mais intérieurement, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude. Oui. Parce qu'on peut être entouré, mais en fait, au final, on est seul. C'est ce que je disais à mes sœurs la dernière fois. Je disais, certes, il y a la famille, et heureusement, mais en soi, dans le chemin même, on est tout seul. Après, il y a des incubateurs, il y a des formateurs qui font que, mais on a une extrême solitude. Et vraiment, je tiens à le préciser parce que c'est vraiment important. Parce qu'en fait, à un moment donné, on arrive à un point, on se dit, on veut tout arrêter. Parce qu'on nous ferme les portes, parce qu'il y a des refus de droite à gauche, les financements, c'est compliqué. Donc, en fait, on se dit, OK, j'ai l'idée, mais au final, je suis bloquée de partout, donc comment je fais? Donc, c'est vraiment une force intérieure, en fait, qui émane. Donc, c'est vrai que pour le coup, j'étais agréablement surprise et ça m'a fait énormément grandir. Déjà que l'histoire de ma famille m'a fait grandir et m'a fait comprendre vite les adversités du quotidien, mais surtout, le fait de rencontrer des personnes qui me soutiennent, des mamans, des associations qui me disent non, lâchez rien. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, j'ai mon diplôme en soi. Donc, si je veux, je peux partir en chef de projet, continuer et tout, etc. Et au final, les mamans, elles m'ont dit, mais pourquoi tu veux t'arrêter? Tu as commencé, tu continues. Tu peux pas t'arrêter en chemin. Parce que moi, j'étais fatiguée, psychologiquement parlant. Avoir ça sur les épaules toute seule, parce que je l'ai monté vraiment toute seule. C'est vrai que je me suis dit, mais Priscilla, comment tu vas faire? Je vois que l'argent, il sort, il rentre. Il sort, il rentre. À un moment donné, je dis, j'aimerais bien garder un peu aussi sur moi de temps en temps, sortir de temps en temps, parce que je m'étais aussi un petit peu éloignée de mes amis, sans le vouloir. Mais c'est vrai qu'après, heureusement qu'ils ont compris et qu'au final, je leur ai avoué 5 ans plus tard ce que je faisais. Parce qu'ils ne comprenaient rien. Parce qu'on doit courir droite à gauche, mais on ne sait pas. Ils voyaient des prix que j'ai gagnés. Ça peut ne pas être concret. Voilà, ça peut ne pas être concret. Et puis, mieux vaut pas parler aussi. Parce que des fois, quand on parle, je suis un petit peu croyante sur les bords, j'ai peur un peu des fois du mauvais œil, donc je me dis autant parler de quelque chose de concret, et surtout faire en sorte d'avoir un dossier fiable, parce que Télama, c'était mon idée, mais est-ce que l'idée elle est bonne, est-ce que l'idée elle est fiable? Et du coup je me suis aussi challengée à travers les concours, donc je me suis dit bon, même si je gagne c'est pas grave, même si je perds aussi c'est pas, en fait rien n'est grave, et du coup au fur et à mesure aujourd'hui c'est 4 prix gagnés. Donc, il y a quand même une fierté. Énorme, ouais. Et justement, par rapport à ça, tu disais, c'est en fait cette difficulté de toujours être motivé, épuisé, etc. Donc, toi, tu as une motivation qui est, je pense, liée à ton petit frère, fatalement. Exactement. Mais est-ce que tu as aussi, justement, lié à ça, une passion? Tu vois, est-ce que c'est que le fait d'entreprendre qui te passionne? Est-ce que tu as d'autres passions qui te font lever le matin, tu vois, quand c'est dur? Parce que parfois, c'est difficile, on est seul. On peut avoir 12 déconvenus en 1 heure. Exactement. Et qu'est-ce qui continue, toi, te dire non, mais je continue à me battre et de faire le chemin que tu as déjà fait jusqu'à maintenant en si peu de temps et en partant de très loin, finalement? Honnêtement, ce qui me motive, excepté l'aspect familial, c'est aussi les personnes que j'ai rencontrées. Parce qu'en parallèle aussi, avant d'entreprendre, j'étais dans l'associatif. Donc, je faisais beaucoup de maraudes, j'allais beaucoup à la rencontre d'autres personnes qui me racontaient aussi leur histoire, qui, des fois, quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à le juger parce qu'il est dehors. Mais des fois, c'est une personne qui est hyper diplômée, c'est une personne qui a un parcours, qui fait que, en fait, quand on échange, le fait d'échanger avec les autres fait que ça me motive. Parce qu'en fait, chaque parcours est différent et chaque personne que j'ai rencontrée m'a apporté un plus. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé Télama, le fait de rencontrer les mamans, les pères de famille, je me suis dit, quand même. En fait, j'ai vu l'impact que ça avait eu et la manière dont moi-même, en fait, je me suis dit, ce que j'avais dit petite, plus jeune, en fait, je suis en train de le faire. Parce que c'est vrai, au final. Je me suis dit, Priscilla, tu vas faire quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Je voulais me lancer, j'ai toujours voulu avoir quelque chose, vraiment. Et je l'ai écrit, et même ma mère, elle voit les vidéos quand je dis qu'est-ce que je vais faire plus tard, je veux avoir quelque chose qui impacte. Et c'est vrai que quand on est jeune, on le dit comme ça pour rire, mais au final, quand on le vit vraiment, en fait, on se dit, ah oui, c'est concret. Ce qu'on dit dans le passé peut se passer au présent. Donc, c'est vrai qu'aller à la rencontre
d'autres personnes, mais comme toi aussi, qu'on a discuté. Et voilà, on se découvre, on discute et en fait, on voit qu'on a tous des expériences différentes, mais c'est ça qui est enrichissant en vrai. Et je me dis, c'est ça qui me motive. C'est ça qui fait que je me décourage pas. C'est ça qui fait que j'avance parce que c'est aussi une fierté aussi pour moi. Parce que je sais ce que j'ai vécu aussi par le passé. Donc, quand je suis aujourd'hui face à toi, je me dis que ça n'a pas été vain, tout ça. Ouais. Et toi, justement, ce déclic de vouloir entreprendre, ça veut dire, tu disais avant, tu as enchaîné des petits boulots, ce qu'on appelle des petits boulots, enfin, voilà, même s'ils ne sont pas nécessairement petits, au final. Oui. Mais que tu as senti que ce n'était pas ta place. Exactement. Voilà. Toi, ce déclic d'entreprendre, au-delà de ton petit frère, justement, qu'est-ce qui, d'un coup, tu dis non, mais en fait, c'est pas possible. J'ai une petite anecdote. Vas-y, raconte. Tu vas rigoler. En fait, j'étais en intérim. Et du coup, on m'a envoyé vers un magasin de prêt-à-porter dans mon secteur à Montigny-le-Bretonneux. Et en fait, déjà, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec l'autorité. Okay. L'autorité mal placée. C'est-à-dire que pour moi, on peut me donner des critiques ou quoi qu'est-ce tant que ça reste dans le respect. Voilà, c'est constructif, exactement. Et bénéfique, parce qu'en soi, c'est pas mauvais, mais il faut savoir trouver le bon dosage. Comme un gâteau, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, lorsque j'ai travaillé là-bas, j'étais en intérim, j'arrive, on m'envoie, on me dit, Priscilla, tu vas travailler de 8h à 9h. Franchement, on ne respecte pas les intérimaires, il faut dire la vérité. On est comme si on est comme des jouets, je sais pas. On est interchangeable. En fait, je sais pas, on nous prend pour des Game Boy, là, je comprends pas. Et c'est vrai que pour le coup, au final, j'arrive à l'entreprise même de prêt-à-porter. Et le monsieur, au lieu de m'appeler Priscilla ou Madame Binsita, il me dit numéro temps, numéro 5. Ouais, ça part mal. J'ai dit, mais... En fait, moi, ça m'a choqué. Ça part mal tout de suite. Ça part mal directement. J'ai dit, quand même, il s'agirait de doser un peu dans l'assemblée. Je me suis dit, j'ai quand même un prénom, un nom. J'en ai même 3. J'ai dit, donc, à un moment donné, j'ai dit, on peut essayer de creuser un moment. Au moins un, quoi. Et du coup, il me dit, numéro 6. J'ai fait... Sur le coup, j'ai pas compris. Et un intérimaire, il dit, il t'appelle. Gros décalage. J'ai dit, moi, on m'appelle numéro 6. Donc, moi, je suis une vache pour qu'on m'appelle numéro 6. Donc, je le regarde et tout. Et il me dit, oui, c'est toi que j'appelle. Et il fait ça. Ah non. Là, t'as dit non. Là, déjà, le numéro 6. Voilà. Encore, on me donne ma date de naissance. Le premier, j'aime bien. Mais le numéro 6, quand même. Numéro 6. Claquement. Je dis, c'est un peu trop. Ça fait beaucoup en quelques secondes. Il y a beaucoup de culot, quand même, pour quelqu'un que je connais pas. Et du coup, je le regarde. Je dis, vous parlez à qui? Il fait, à vous. Il dit, mais j'ai un prénom. Il dit, Priscilla au cas où. Je sais pas si ça vous intéresse. Si ça aide. Si ça aide, si ça peut aider, parce qu'on va travailler toute la journée ensemble. Et je pense que vous avez besoin d'intérimaire, sinon j'aurais pas été embauchée pour la journée. Il dit, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Là, on va en rayon. Tu plies, tu ranges. On dialogue pas avec les clients. Et je me suis dit, oula, ça commence mal. Et sur le coup, j'ai dit, non, ça ira. Et du coup, il me regarde, il fait comment ça? Je dis, non, je préfère rentrer. Je dis, parce que si je fais votre travail, je vais tout renverser, en fait. Et dit, à un moment donné, il dit, le respect, c'est important. Vous êtes hyper irrespectueux, vous nous appelez, on dirait qu'on est, je sais pas, vous êtes agriculteur, vous nommez vos vaches comme ça, on n'est pas des animaux, en fait. Et même les animaux, on les respecte. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et il m'a dit, non, mais on vous a embauché de 8h à 9h. Donc là, si vous partez, j'appelle votre intérim. Je dis, appelez-les. Je dis, vous pensez que vous faites peur à qui? Et là, t'as senti. Et là, j'ai senti que en fait, passé un truc. J'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais pour qui il se prend? On pourrait presque le remercier. Oui, mais clairement, aujourd'hui, je le remercie, franchement. Merci, salutations. Parce que au final, c'était un déclic, tu vois. Au fond. Exactement. Il y a eu ce déclic-là. Pas ouf, tu vois, dans le sens pas une bonne expérience. Oui, mais c'est chaud quand même. C'est hyper chaud. Mais c'était un déclic. Ça veut dire qu'au final, tu t'es dit, bon, ta place, elle n'est pas là. Non. Donc, go faire autre chose. Et puis, il y a eu l'épisode aussi où j'ai été commerciale à une période, commerciale sédentaire. Et en fait, j'ai senti que ceux qui gagnaient plus, des fois, en fait, se vantaient, quoi. Quand je dis ça, c'est dans le sens où... moi, j'étais commerciale sédentaire. Il y avait commercial sédentaire, donc c'est en bureau. Commercial terrain, c'est... voilà, ils sont sur le terrain, quoi. Donc, eux, leur salaire est plus haut que nous. Oui, bien sûr. Donc, du coup, forcément, j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup de concurrence, en fait. Moi, personnellement, je pars du principe où je ne vais pas vendre pour vendre. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des personnes qui sortent quand même des milliers d'euros. On n'est pas là pour jouer avec les finances des gens. Et en fait, quand j'ai été dans ce travail-là aussi, il y a eu ce deuxième déclic-là parce qu'en fait, de par le travail qu'on avait, hiérarchiquement parlant, on était un petit peu en bas de l'échelle, si je puis dire. Et du coup, on sentait en fait qu'on était en bas de l'échelle parce qu'on nous faisait comprendre qu'on était en bas de l'échelle du coup. Parce que c'était en mode, vous êtes commercial sédentaire. Donc, juste écoutez ce qu'on a à dire, téléphonez. Et après, le reste, voilà quoi. Déjà, vous touchez pas un haut salaire. Donc, en fait, c'est là où je me suis dit, non, mais Priscilla, c'est pas ta place, en fait. C'est toi qui te forces. En vérité, c'est toi qui vas dans des boulots qui te correspondent pas. Et c'est là, après, du coup, suite à ça aussi, j'ai repris mes études parce que je me suis dit, je pense que quand on n'a pas de diplôme, en France, on est beaucoup
discriminés. Ouais, On se dit, mais au final, pourtant on nous dit que le bac, voilà, c'est the goal, rien du tout. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, Pracia, reprends tes études déjà de 1, et ton bachelor, même ton master, et puis après, par la suite, tu postuleras peut-être à quelque chose qui te correspond. Ouais. Mais en fait, même en ayant ces diplômes-là, je me suis dit, non, ça ne me correspond pas. Je veux être à la tête d'une structure ou à la tête de quelque chose qui fait que je traiterai les gens avec respect déjà de 1, et de 2, c'est moi qui vais décider. Et c'est pas quelqu'un qui va décider pour moi, et surtout me faire passer pour quelqu'un d'inférieur à l'autre. Pour moi, clairement, une entreprise ne fonctionne pas sans salarié. Ouais, donc, c'est sûr. Mais toi, justement, c'est hyper intéressant, parce que finalement, quand on entreprend, tu vois, ou quand on a envie d'entreprendre, souvent on se fait une image de ça en disant ouais, je serai mon propre boss, ce qui est vrai d'une certaine manière. Exactement. Mais dans le même temps, tu as quand même beaucoup de comptes à rendre parce que tu as des gens qui comptent sur toi, tu as des gens qui t'ont financé, des gens qui passent du temps, qui te font confiance. Enfin voilà, la liste elle est hyper longue. Et ça, tu le gères comment? Ça veut dire qu'à un moment donné, vu que tu as lancé cette entreprise-là, tu dois quand même rendre des comptes à beaucoup de gens. Toi, tu t'es structuré comment sur ça? Ça veut dire comment tu as pu mettre en place des choses pour répondre, tu vois? Ok. Par rapport au côté financier, je suis accompagnée. Parce qu'en fait, le cursus de Positive, il continue, même post-financement. Et en fait, moi, de base, comme pour l'instant, je n'ai pas encore le local, c'est bloqué. Ça veut dire que là, j'ai le financement. En fait, j'ai tout. J'ai le financement, j'ai les ateliers, j'ai les intervenants, c'est le local. Donc, à partir de ce moment-là, côté financier, pour l'instant, ça ne bouge pas. Parce que tant que ce n'est pas lancé, l'argent n'est pas débloqué. Donc, en soi, ça reste très bien en banque, au chaud. Voilà, le plat est au chaud, donc j'attends de les déguster après. Et du coup, après, concernant le reste, par rapport aux associations qui m'accompagnent, eux aussi, ils attendent. Ils sont dans l'attente que j'ai le local et après, voilà, il faudra faire. Et après, ça va tout débloquer. Et voilà, et après, ça va tout débloquer. Tout à fait. Donc pour l'instant, je suis on va dire pas en stand-by, mais en attente d'eux. C'est ça. Et toi, ta vision maintenant, justement, là, dans quelques temps, on va essayer le plus rapidement possible, ça se débloque. C'est quoi ta vision après pour Telama? Ma vision, elle est simple. C'est-à-dire que dans tous les cas, je pense que quand on crée, il faut faire très attention à qui nous entoure. Moi, je pars du principe où, déjà, ce qui est bien, c'est que Positive continuera de m'accompagner, premièrement. Il y a France Active aussi, parce que c'est eux qui vont financer. Il y a le Crédit Agricole qui est aussi en partenariat avec eux, que je remercie encore aujourd'hui. Et du coup, c'est eux qui vont m'aider par rapport à la structure, parce que j'ai une comptable qui m'accompagne. J'ai un avocat aussi qui m'accompagne. Donc, c'est vrai que j'ai fait en sorte de m'entourer de différents acteurs pour me permettre de ne pas faire n'importe quoi. Parce que comme je le disais au tout départ, entreprendre, c'est bien, mais il faut bien le faire, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas commencer à aller demander des financements qu'on ne sera pas en mesure de pouvoir régler, avoir un nombre d'intervenants qui n'est pas qui est au-dessus même des finances que j'ai. Donc, c'est vrai qu'au départ, je vais commencer doucement, avec 5 ateliers au départ, puis après, on monte. Parce qu'au total, j'en ai 10, mais je commence par 5 pour ne pas me perdre. Parce que sinon, ça va être compliqué. Je vais embaucher une stagiaire parce que je ne peux pas être au four et au moulin. Et du coup, vraiment pour que la structure elle soit ordonnée. Pour ne pas me perdre. Parce que sinon, je vais vite me perdre. La structure est trop grande. Le projet est trop grand. Et je ne peux pas... En fait, je me suis rendu compte avec le temps que je ne peux pas gérer tout toute seule. Ça veut dire que tu dois apprendre à faire les choses dans le bon ordre. Exactement. Pas justement tout de suite prendre te renforcer, mais s'il n'y a pas tout qui est au clair, donc vraiment structurer en fait. Petit à petit. C'est ça, petit à petit. Te structurer petit à petit, mais tu as ta vision. Ça veut dire que tu sais l'objectif que tu veux atteindre, ou les objectifs que tu souhaites atteindre, et tu fais exactement les choses au fur et à mesure, dans l'ordre. Tout à fait, c'est ça. Et toi, si tu as, on va dire, un message à faire passer à des entrepreneuses, entrepreneurs, des gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu leur dirais quoi? Tu vois, vraiment, pas sans un conseil, mais juste qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais ça va être une phrase assez banale, mais de croire en eux. Et en fait, lorsqu'on croit qu'on perd tout, on gagne tout. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. En fait, moi, à un moment donné, j'étais arrivée à un stade où je me disais, je vais tout arrêter. Parce que j'étais fatiguée. J'étais très seule, j'étais devant mon PC. J'avais les yeux comme ça, les cernes comme ça. Vive l'anti-cerne, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup aidé. C'est une petite astuce. C'est une petite astuce au cas où pour les filles. Même pour les garçons, s'ils veulent, de temps en temps. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on se sent beaucoup seul. En fait, à un moment donné, on ne croit même plus en nous. En fait, on est déconnecté de nous-mêmes. On est déconnecté de nous-mêmes, on se dit, mais j'ai peut-être vu trop grand. On se perd, et puis le fait est que des fois, on n'en parle pas, c'est compliqué, mais croire en soi, et en fait, ne pas lâcher. Surtout, ne pas lâcher, parce qu'au final, à la clé, derrière, ce qui se passe, c'est top. C'est des moments de dur labeur, mais
le jeu, il en vaut la chandelle parce qu'au final, on est d'autant plus fiers d'avoir créé quelque chose qui est émané de nous et de faire en sorte que peut-être ça perdure après par la suite. Donc vraiment croire en soi, ne pas avoir peur d'oser. Parce que c'est vrai que moi, je dis souvent que des fois, lorsqu'on a un travail, on est comme dans une cage dorée, si je puis me permettre, sans vouloir juger aucune personne. On est dans une cage dorée, c'est-à-dire qu'on reçoit un salaire et on se dit « Ah, j'ai peur de perdre ce salaire-là parce que c'est ce qui m'aide quotidiennement. » Moi, j'ai démarré de zéro. C'est peut-être une phrase que beaucoup d'entrepreneurs disent, mais c'est la vérité. J'ai démarré de zéro, j'avais rien du tout. J'avais cette idée-là et je me suis dit, c'est pas grave, je trouverai les moyens, je trouverai les financements et il n'y a pas de problème et c'est OK. C'est peut-être un moment où je vais me sacrifier, peut-être un moment où j'aurai moins de sorties, peut-être un moment où des gens ne me comprendront pas. Il y a des gens qui me lâcheront aussi. Mais je pars du principe où tant que j'ai mon objectif et tant que j'ai ma réussite en tête, j'y vais. C'est bon. C'est bon. Et au final, je suis avec toi aujourd'hui. Merci. C'est pas mal. Beaucoup. Merci. C'était hyper cool. Merci infiniment pour ton temps. Entre autres, et tout ce que tu as pu nous raconter. C'était La Base, un podcast Big Media. À ciao.